Quand avez-vous vraiment examiné les meubles dans les anciens palais pour la dernière fois? Pas seulement en jetant un coup d'œil en passant avec une visite guidée, mais en vous arrêtant pour contempler ces motifs incroyables. Dans ces volutes dorées, dans la plus fine incrustation de dizaines d'essences de bois. Regardez bien, chaque chaise ici est une véritable œuvre d'art. Des centaines de détails minuscules, sculptés avec une précision étonnante. Chaque volute répète parfaitement la voisine. Chaque feuille est symétrique au millimètre près. Maintenant, imaginez, dans une seule salle, il y a 24 chaises de ce type. Et elles sont toutes absolument identiques. Dans la salle voisine, il y en a 36 de plus. Et ce ne sont que des chaises. Des tables, des commodes, des lits à baldaquin, des armoires jusqu'au plafond. Tout est recouvert de sculptures d'une telle complexité que le vertige vous prend rien qu'à commencer à compter les éléments. On nous a toujours dit, c'est l'œuvre de talentueux ébénistes des 15e, 16e, 17e siècles. Des maîtres travailleurs et habiles dans leur art. Cela sonne très bien, n'est-ce pas? Romantique, même inspirant. Toute une histoire sur la grandeur de l'artisanat. Mais prenons une calculatrice. Essayons de compter. Combien de temps faut-il à un seul sculpteur pour créer une telle chaise? Combien de chaises de ce type y a-t-il dans un seul palais? Et combien de palais y a-t-il dans toute l'Europe? Et c'est alors que cette belle histoire sur les maîtres, commençons par les calculs, les plus simples. Ceux que l'on fait rarement dans les salles de musée, pour une raison quelconque. Une chaise sculptée de style rococo ou baroque, c'est au moins 300 à 400 heures de travail pur. Ce ne sont pas des suppositions. Ce sont des chiffres tirés des rapports conservés des ébénistes royaux. Chaque pied est recouvert d'un ornement des plus complexes. Le dossier se transforme en une véritable dentelle de bois. Les accoudoirs sont ornés de figures de Cupidon ou de têtes de lion. Imaginez, si un artisan travaille 10 heures par jour, 100 jours de repos, une telle chaise lui prendra 40 jours. 40 jours pour un seul meuble. Et maintenant, allons faire un tour à Versailles, ou au Palais d'Hiver. Rien que dans la galerie des glaces de Versailles, il y a 102 fauteuils et tabourets. Tous sont réalisés dans un style unique, avec des sculptures absolument identiques. 102 objets. C'est 11 ans de travail continu pour un seul artisan. Et ce n'est qu'une seule salle. Or, le palais compte des centaines de pièces. Chacune d'elles est meublée de dizaines d'objets similaires. Une simple arithmétique commence à soulever des questions. Pour meubler le seul Versailles, il aurait fallu des milliers de sculpteurs. Ils auraient dû travailler plusieurs décennies d'affilée. Et ce, sans compter qu'ils devaient manger, dormir, tomber malades, former de nouveaux apprentis. Où étaient ces villes ateliers? Des provinces entières dédiées exclusivement à la création de meubles? Mais Versailles n'est qu'un seul palais. Le plus célèbre, certes. Regardez les autres. Schönbrunn à Vienne, 1441 pièces, et chacune est meublée. Le Palais d'Hiver à Saint-Pétersbourg, environ 1000 pièces, également entièrement meublé. Sans Souci à Potsdam, Charlottenburg à Berlin, Hofburg, l'Escurial, Buckingham Palace. Cette liste pourrait continuer pendant des heures. Et nous ne parlons ici que des principales résidences royales. Mais il y avait aussi les palais d'été, les châteaux de chasse, les hôtels particuliers des ducs et des comtes, les palais des évêques et des cardinaux. Et chacun d'eux était meublé avec un luxe égal à celui des rois. Car à l'époque, la noblesse rivalisait de faste. Des milliers de bâtiments à travers l'Europe, de Lisbonne à Moscou, de Stockholm à Naples. Tous étaient remplis à ras-bord de meubles sculptés et dorés. Si l'on calcule le nombre total de ces meubles, créés comme on le croit au cours de ces siècles, nous obtenons un chiffre de plusieurs millions. Des millions d'objets sculptés uniques. Et tout cela en seulement 100 à 200 ans. Cela signifie que toute l'Europe aurait dû se transformer en une gigantesque usine de meubles. Mais le plus étonnant commence lorsque nous abordons la qualité de ce travail. Imaginez, prenez un ébéniste moderne, donnez-lui une photo de n'importe laquelle de ces chaises, demandez-lui d'en faire une copie exacte. Il se mettra au travail, il y passera des mois, il utilisera tous les outils modernes, mais le résultat sera toujours différent de l'original. La sculpture sera un peu plus grossière, la symétrie moins parfaite, la richesse des détails plus simple.
Les répliques modernes, créées pour les musées ou les collections privées, sont distinguées des originaux par des experts expérimentés au premier coup d'œil. Quant aux originaux, les originaux de ces siècles possèdent une précision d'exécution incroyable, celle que nous ne pouvons apparemment pas atteindre même avec des outils électriques. Les volutes se répètent de manière absolument identique. Les ornements sont symétriques au dixième de millimètre près. La profondeur de la sculpture est partout la même. Cela donne l'impression que ce n'est pas un homme avec un ciseau et un marteau qui a travaillé, mais une machine-outil de haute précision à commande numérique. Même les restaurateurs de musées, ceux qui travaillent quotidiennement avec ces meubles, admettent en privé, et ce n'est pas tout. Car presque tous les meubles de palais sont recouverts d'une très fine couche de feuilles d'or. Parlons-en aussi. La technique de dorure elle-même exige une préparation de surface en plusieurs étapes et une précision de joaillier. Une seule chaise nécessite de 50 à 100 feuilles d'or fin, chacune d'une épaisseur de fraction de micron. Maintenant, multipliez cela par des millions de meubles à travers l'Europe. Cela représente des tonnes d'or pur, utilisé uniquement pour la décoration. D'où venait ce métal en de telles quantités? Car les réserves d'or des royaumes étaient précieusement gardées, chaque pièce étant comptée. Le trésor de France sous Louis XIV, par exemple, était au bord de la faillite. Mais l'or pour les meubles dorés était toujours trouvé. Cependant, le plus étonnant n'est pas le volume, mais la qualité du travail. La dorure des 15e, 16e, 17e siècles tient toujours, ne s'écaille pas, conservant son éclat même après 300 ans d'utilisation active. La dorure moderne, réalisée selon toutes les règles des anciens traités, commence à ternir et à s'écailler après seulement 50 à 70 ans. Les restaurateurs ont essayé de reproduire exactement les compositions des apprêts et des cols selon les recettes de ces siècles. Le résultat? Des fois pire que l'original. Il semble qu'il y avait un ingrédient secret dans cette technologie. La marqueterie mérite une mention spéciale. C'est une technique d'incrustation où une image est assemblée à partir de très fines lamelles de différentes essences de bois. Sur les commodes, tables, armoires de ces époques, nous voyons des tableaux entiers, paysages, natures mortes, vues architecturales, ornements géométriques d'une complexité incroyable. Chaque élément est découpé dans du bois d'une épaisseur d'1 à 2 mm seulement, et ajusté au voisin sans le moindre interstice. Pour un tel tableau d'1 mètre sur 1 mètre, il faut des centaines, parfois des milliers de pièces individuelles. Issues de dizaines d'essences de bois, palissandre, ébène, buis, citronnier, amarante, bois de violette. De l'exotisme du monde entier. Le maître devait non seulement manier le ciseau avec virtuosité, il devait comprendre comment chaque essence de bois se comporterait avec les changements d'humidité, comment elle changerait de couleur avec le temps. Et ce qui est frappant, ces incrustations ne se sont pas desséchées, ne se sont pas désunies aux coutures en 300 ans. Les détails sont toujours bien ajustés. Aucun interstice n'est apparu, l'image ne s'est pas déformée. Cela signifie soit des conditions de stockage idéales pendant des siècles, ce qui semble presque impossible avec toutes les guerres, incendies et révolutions. Maintenant, examinons les matériaux à partir desquels tout cela a été fabriqué. L'ébène venait d'Afrique et d'Inde, des mois de voyage par mer. L'acajou d'Amérique centrale, le palissandre du Brésil, l'amarante et le bois de violette des tropiques d'Amérique du Sud. L'ivoire pour les incrustations, d'Afrique et d'Inde. La nacre, des mers tropicales. L'écaille de tortue, des îles lointaines. Tout cela ne devait pas seulement être livré en Europe. Il fallait le conserver en bon état, puis le traiter d'une manière spéciale. Les documents conservés du port de Lisbonne enregistrent 15 à 20 navires d'acajou chaque année entre 1720 et 1780. Un navire transportait en moyenne 20 à 30 tonnes de bois. Cela aurait suffi à produire 3 à 400 meubles par an. Or, rien qu'à Versailles, il y en a des dizaines de milliers. Plus des centaines d'autres palais dans toute la France. Les archives d'Amsterdam et de Londres montrent à peu près les mêmes chiffres. Les compagnies commerciales tenaient des comptes très détaillés, car le bois coûtait cher. Mais les volumes de livraison ne couvrent même pas un dixième de la quantité réelle de meubles exotiques. D'où vient le reste?
Si tout cela a vraiment été produit au XVe, XVIe, XVIIe siècle, où étaient les maîtres? Pour assurer un tel volume de travail, il aurait fallu des dizaines, voire des centaines de milliers de sculpteurs, doreurs et ébénistes hautement qualifiés. La formation d'un maître prenait au minimum 10 ans d'apprentissage. Où sont les guildes de cette taille? Où sont les villes ateliers? Où sont les provinces entières vivant uniquement de l'artisanat du meuble? L'histoire a conservé les noms de plusieurs dizaines d'ébénistes célèbres. André-Charles Boulle, Jean-François Euben, Georges Jacob, David Röntgen. Leurs ateliers ont réellement existé, leurs œuvres sont documentées. Mais tous ensemble n'ont produit, au maximum, que quelques centaines de meubles au cours de leur vie. C'est une goutte d'eau par rapport au volume réel de l'ameublement des palais. La science académique affirme qu'il y avait des milliers d'artisans anonymes dont les noms n'ont pas été conservés. Mais les documents sur les impôts des boulangers ont été conservés, sur les guildes de cordonniers, sur les petits artisans, et sur l'industrie gigantesque du meuble, un silence complet. La production de meubles à une telle échelle aurait été une affaire royale très lucrative. Elle aurait été contrôlée plus strictement que l'armée. Où sont les traces de ce contrôle? Voici ce qui semble absolument incroyable. La production en série d'objets extrêmement complexes avec une identité absolue. Dans une seule salle, 24 fauteuils, chacun avec une sculpture de 300 éléments. Et chaque élément est répété avec une précision au millimètre près. Avec le travail manuel, des différences, même minimes, sont inévitables. Chez un maître, la volute est un peu plus courbée. Chez un autre, la feuille est un peu plus large. Chez un troisième, la profondeur de la sculpture est moindre. Les traits individuels distinguent toujours le travail manuel. Mais ce n'est pas le cas des meubles de palais. Les fauteuils se ressemblent comme des jumeaux. Même à la loupe, on ne trouve aucune différence dans les détails. Ceci n'est possible qu'avec l'utilisation de systèmes de copie précis ou de matrices. Mais l'histoire officielle ne nous dit rien de telle technologie. Les tentatives modernes de recréer quelque chose de similaire, à l'aide de gabarits en bois, de pantographes et de machines à copier de ces siècles, donnent un résultat loin de l'original. Au XVe, XVIe, XVIIe siècle, il n'y avait, dit-on, pas de technologie de copie mécanique. Chaque objet était sculpté à la main, à l'œil. Alors, comment expliquer physiquement que 24 fauteuils soient identiques, jusqu'à des écarts micrométriques de symétrie? C'est un défi au bon sens. Soit il existait un système de copie précis dont les historiens ne parlent pas, soit ces meubles n'ont pas été créés comme il est écrit dans les manuels. Ou peut-être n'a-t-elle pas été créée du tout au XVe siècle. Peut-être était-elle déjà prête et attendait-elle son heure? Voilà ce qui ne correspond absolument pas à la notion de progrès. La qualité chute brusquement dès le milieu du XIXe siècle. Les meubles des années 1850 sont nettement plus simples dans leur exécution. La sculpture est plus grossière, la dorure tient moins bien, les incrustations sont plus primitives. Et vers les années 1880, le décor complexe disparaît presque entièrement de la production. Version officielle, les goûts ont changé, la simplicité et la fonctionnalité sont devenues à la mode. Mais les technologies devraient-elles se dégrader avec la mode? La capacité à faire des choses complexes ne disparaît pas s'il y a une école et une continuité. Au contraire, avec le développement des outils et de la mécanisation, la qualité devrait augmenter. Cependant, nous voyons l'inverse. Plus on s'éloigne du XVe siècle, plus les meubles sont de mauvaise qualité. Comme si la source s'était tarie. Les maîtres modernes, qui tentent de travailler selon les descriptions des traités de cette époque, obtiennent un résultat qui atteint au mieux 70% de l'original. Quelque chose de crucial a été perdu. Soit tout n'a pas été enregistré dans les textes, soit des étapes clés ont été délibérément cachées. Ou peut-être que le problème n'est pas du tout la technologie de fabrication perdue. Le fait que la fabrication en volume nécessaire n'a jamais existé. Et c'est là qu'apparaît une explication qui résout toutes ces contradictions d'un seul coup. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? Et si les meubles des XVe, XVIe, XVIIe siècles n'étaient pas produits en de telles quantités, mais trouvés? Et si les palais étaient déterrés déjà meublés, et les nouveaux propriétaires prenaient simplement ce qu'ils découvraient dans les salles et les entrepôts? Y avez-vous déjà pensé?
Après la même catastrophe mondiale qui a enseveli les premiers étages des villes sous l'argile et la boue, l'ameublement aurait pu être préservé à l'intérieur des bâtiments. Les meubles en chêne massif, noyés, acajou, ne pourrissent pas pendant des siècles si les conditions sont appropriées. Les caves, hermétiquement scellées par une couche d'argile après une inondation ou une coulée de boue, auraient pu créer un microclimat idéal pour la conservation des matières organiques. Quand les fouilles ont commencé, des ensembles complets en excellent état ont été trouvés. D'où les volumes. Pas besoin de produire quoi que ce soit, il suffit de prendre ce qui est prêt. D'où la qualité. C'était l'œuvre d'une civilisation dotée de technologies que nous n'avons pas. D'où l'impossibilité de le reproduire. Nous ne savons tout simplement pas comment cela a été créé à l'origine. Notez une autre étrangeté. De nombreux palais auraient été construits à partir de zéro, mais 1 ou 2 ans seulement après la pose de la première pierre, ils étaient entièrement meublés. Le palais d'hiver de Rastrelli a été construit en 8 ans, et il a été immédiatement meublé de milliers d'objets de mobilier luxueux. D'où est-il venu? Instantanément. Versailles sous Louis XIV. La construction a duré de 1661 à 1710. Mais dès 1682, la cour s'y est installée, et toutes les pièces étaient entièrement meublées. 50 ans de construction officielle, mais les meubles sont apparus après 20 ans. Comment? Cela soulève des questions. Les historiens expliquent. Les commandes étaient passées aux artisans à l'avance, les travaux se déroulaient en parallèle. Mais nous avons déjà calculé, il est physiquement impossible de produire autant en un tel laps de temps, même théoriquement. Ce sont des volumes irréels pour l'époque. Une telle version ne résiste pas à l'examen des faits et à de simples calculs. Une autre explication est plus logique. Les bâtiments n'ont pas été construits à partir de zéro, mais déterrés et achevés. À l'intérieur, on trouvait des meubles qui s'y trouvaient déjà depuis des siècles. On la nettoyait, la restaurait, la modifiait pour de nouveaux besoins, la déplaçait entre les pièces. Tout est beaucoup plus simple. Il est révélateur que les inventaires des palais mentionnent constamment une distinction entre vieux meubles et nouveaux meubles. Comme s'ils reconnaissaient qu'une partie de l'ameublement était déjà là, et on appelait quote 3 le peu que les maîtres de ces siècles avaient réellement fabriqué en complément des découvertes. Voici une autre anomalie. Les styles de mobilier se succèdent avec une rapidité et une radicalité incroyables. Baroque, rococo, classicisme, empire. Chaque style, avec sa propre philosophie, ses propres proportions, son propre décor. Et la transition entre eux se produit littéralement en une seule décennie, sans forme de transition fluide. Lors d'une évolution naturelle de l'artisanat, les styles se fondent progressivement les uns dans les autres. Des variantes mixtes, des expériences apparaissent. Ici, ce sont des frontières claires. Le baroque comme s'il ne s'agissait pas d'une évolution du goût, mais de la découverte de nouveaux entrepôts avec des meubles différents. Ils ont trouvé un entrepôt avec des ensembles baroques. Ils ont commencé à copier ce style, l'ont déclaré à la mode. 20 ans plus tard, ils ont déterré une pièce de style rococo. La mode a de nouveau changé brusquement. Puis ils ont découvert des salles classicistes, et tout le monde a de nouveau basculé d'un coup. Comment est-ce possible? Regardez les actions de Catherine II après son accession au trône à travers le prisme de la théorie des découvertes. L'un de ses premiers décrets fut de procéder à un inventaire complet de toutes les résidences impériales, y compris les domaines éloignés et abandonnés. Officiellement, pour le compte des biens du trésor. Et si elle cherchait des entrepôts de meubles? Simultanément, un achat massif de meubles anciens commence par l'intermédiaire d'agents dans toute la Russie. Il est révélateur qu'ils n'achetaient pas seulement des meubles, mais spécifiquement des meubles anciens et en quantité énorme. Comme s'ils savaient où chercher de véritables artefacts parmi les vieilles ferrailles ordinaires. Sous Catherine, de nouveaux palais et résidences sont construits, et ils sont meublés à une vitesse incroyable. Le palais de Tsarskoye-Sel, Pavlovsk, Gatchina. Chacun est meublé de milliers d'objets en 1 ou 2 ans. Où sont les ateliers qui produisaient cela à un tel rythme? Il n'y a pas de documents sur des commandes d'une telle ampleur. Mais il y a des registres d'excavation de sous-sol,
de remise en ordre d'anciens garde-manger, de transport de meubles d'une résidence à l'autre. Maintenant, essayez d'obtenir l'accès à l'étude scientifique de meubles anciens dans les musées. La plupart des collections se trouvent dans des fonds fermés, où même les chercheurs ne sont pas autorisés sans une autorisation de haut niveau. Les demandes d'analyse dendrochronologique du bois, d'études de la composition de la dorure et des apprêts, d'analyse par diffraction des rayons X des composés, tout cela rencontre une étrange résistance bureaucratique. Pourquoi? Si ce ne sont que des meubles de ces siècles, fabriqués par des maîtres connus, qu'y a-t-il à cacher? Mais les conservateurs se comportent comme s'ils craignaient que les analyses ne révèlent quelque chose de destructeur pour l'histoire officielle. Dans les années 1990, un groupe d'experts indépendants de l'Ermitage a eu accès à plusieurs objets pour des recherches. La dendrochronologie a montré un résultat choquant. Le bois de certains éléments a été abattu 100 à 150 ans plus tôt que la date de fabrication du meuble lui-même. L'explication officielle: on utilisait du bois vieilli pour la solidité. Mais c'est absurde. Oui, le bois était vieilli 10 à 20, maximum 50 ans. Mais un siècle ou un siècle et demi, ce n'est pas du vieillissement. C'est l'utilisation d'éléments de vieux meubles démontés. Ou alors, les meubles et l'architecture sont indissociablement liés. Et ici, l'image devient effrayamment cohérente. Les proportions des meubles correspondent parfaitement aux proportions des pièces. La hauteur des dossiers de chaises correspond exactement à la hauteur des panneaux muraux. La largeur des commodes est calculée pour les trumeaux entre les fenêtres. Les dimensions des tables sont proportionnées à la superficie des salles. Cela signifie que les meubles et les intérieurs ont été conçus simultanément, comme un système unique, à la même époque. Mais si les bâtiments n'ont pas été construits, mais déterrés et achevés, cela signifie que les meubles y étaient déjà, initialement créés pour ces pièces spécifiques. Les nouveaux propriétaires n'avaient plus qu'à remettre en place ce qu'ils avaient trouvé. D'où la correspondance parfaite des styles. Les meubles et la décoration des murs, des plafonds, des sols, les moulures, tout est exécuté dans une manière unique, par une seule civilisation, avec une seule technologie, comme des parties d'un même concept artistique. Les tentatives d'ajouter quelque chose de nouveau plus tard sont toujours visibles à l'œil nu. Les nouveaux meubles se distinguent de l'ensemble, les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes. La sculpture est un peu plus grossière, la dorure d'une autre nuance. Les spécialistes des musées le distinguent parfaitement et appellent ces objets des cotes zéro des XVIIIe et XIXe siècles. Et si c'était la seule chose qui ait été faite à cette époque? Et pourquoi les musées craignent-ils tant les analyses indépendantes? Certains meubles présentent des solutions qui ne correspondent pas à la chronologie officielle. Les assemblages en queue d'aronde dans les commodes de ces siècles sont réalisés avec une précision d'ajustement au dixième de millimètre. Une telle précision micrométrique n'est assurée que par les machines de fraisage modernes à commande numérique. À la main, même avec les meilleurs outils, des jeux et des micro-irrégularités sont inévitables. C'est la physique du matériau et de la main humaine. Les éléments courbés dans les meubles datés de 1720 à 1730 nécessitent une technologie de formage à chaud à la vapeur avec un contrôle précis de la température et de la pression. Officiellement, une telle technologie n'a été inventée par Michael Tenay qu'en 1830. Mais des échantillons existent 100 ans plus tôt. Chaque fois, une explication est trouvée, disant que la technologie était connue, mais simplement pas largement documentée. Mais alors, pourquoi la qualité d'exécution diminue-t-elle après l'invention officielle? Cela contredit toute la logique du développement technique. S'il savait faire en 1730, pourquoi aurait-il désappris d'ici 1850? Imaginez maintenant la logistique du transport de ces meubles sur les routes de ces siècles. D'énormes armoires pesant une demi-tonne, des miroirs dans de lourds cadres sculptés, des tables massives et des commodes avec de fragiles incrustations. Les routes de cette époque, c'était de la boue au printemps et à l'automne, des ornières profondes en été, des nids de poules gelés en hiver. Au mieux, des pavés irréguliers dans les villes. Des charrettes à roues en bois, sans la moindre amortissement. Chaque nid de poule, chaque secousse, c'est le risque de briser une fine sculpture, d'écailler la dorure, de fendre de fragiles incrustations de marqueterie.
Mais les meubles étaient régulièrement transportés entre les résidences sur des centaines de kilomètres. Catherine II se déplaçait de palais en palais, et les meubles la suivaient en convoi entier. Comment a-t-elle supporté de tels voyages sans dommages massifs? Le transport moderne de meubles de musée se fait dans des fourgons spéciaux, avec climatisation, suspension pneumatique, fixation individuelle pour chaque objet. Et même là, des éclats et des fissures se produisent. Et au XVe siècle, sur des charrettes cahoteuses? Et une conservation parfaite? Soit les documents mentent sur l'ampleur des transports, soit ils transportaient autre chose. Et les meubles principaux étaient déjà en place dans chaque palais. On les a trouvés lors de fouilles, et c'est pourquoi ils se sont si bien conservés, sans subir de transports multiples destructeurs. L'Europe des XVe à XIXe siècles fut une époque de guerre, d'incendies, de pillages et de révolutions constants. Les guerres napoléoniennes, la guerre de succession d'Espagne, la guerre de 7 ans, la terreur jacobine, les soulèvements populaires. Les palais brûlaient. Ils étaient pris d'assaut, pillés par les envahisseurs, saccagés par les foules révolutionnaires. Mais les meubles anciens se sont conservés en quantités incroyables. Versailles fut pillé en 1789. Les meubles principaux ont survécu ou ont été rapidement restaurés. Le palais d'hiver a entièrement brûlé lors du terrible incendie de 1837. Une grande partie des meubles a été sauvée. Le reste a été restauré en 3 ans. Le palais de Dresde a été bombardé en 1945. Les collections avaient été évacuées à l'avance. Après chaque catastrophe, les palais restauraient leur ameublement avec une rapidité étonnante. La version officielle, de nouveaux meubles étaient commandés aux artisans. Mais nous savons déjà que la production de tels volumes nécessite des décennies. L'explication réelle? Il y avait d'énormes quantités de réserves. La moitié de la salle a été perdue dans un incendie? Pas grave. Des tonnes de meubles sont encore dans les entrepôts. C'est pourquoi les inventaires des palais mentionnent constamment des garde-meubles, des ensembles de rechange, des collections de réserves. Pourquoi de si gigantesques réserves si les meubles étaient faits sur mesure pour des pièces spécifiques? Cela n'est logique que s'il s'agissait d'entrepôts de trouvailles, d'où l'on puisait au besoin, comme d'une source inépuisable. Qui a créé tous ces meubles à l'origine? La même civilisation qui a construit des palais avec des technologies de taille de pierre supérieures aux nôtres. La même culture qui a créé des tissus d'une qualité inégalée à ce jour. C'était un système unique et hautement développé. Architecture, intérieur, meubles, textiles. Tout était conçu et créé comme un ensemble cohérent, basé sur des technologies dont nous ignorons les principes. Peut-être existait-il des machines et des outils, fonctionnant non pas avec la force musculaire humaine ou animale, mais avec des sources d'énergie que nous ne pouvons que deviner. Peut-être les matériaux étaient-ils traités par des méthodes chimiques ou physiques dont les formules ont été perdues après la catastrophe. Cette civilisation a péri ou a quitté les territoires, laissant derrière elle des villes remplies d'objets finis d'une qualité incroyable. Les gens venus plus tard ont peuplé ces villes, utilisant tout ce qu'ils ont trouvé. Mais ils ne pouvaient plus reproduire au même niveau. Les technologies manquaient, les connaissances faisaient défaut. Ils ont inventé la légende de grands maîtres de leur époque, s'attribuant des réalisations étrangères. Et depuis 300 ans, ils entretiennent ce mythe à travers les musées, les manuels et les visites guidées. Nous vivons parmi les artefacts d'une civilisation disparue, présentés comme des produits de manufacture de ces siècles. Nous vivons dans un musée à ciel ouvert, où chaque ancien palais est une capsule temporelle, conservant l'héritage d'une civilisation. Une vérité soigneusement dissimulée. Le paradoxe du mobilier est un autre fil, en tirant lequel toute la construction de l'histoire officielle commence à se défaire sous nos yeux. Les chaises sculptées et les commodes dorées ne sont pas de simples objets d'intérieur. Ce sont des preuves matérielles de l'existence de technologies supérieures aux nôtres. Chaque volute de sculpture crie « L'arithmétique ne colle pas ». Chaque feuille de dorure chuchote « Nous n'avons pas été fabriqués en de tels ». Mais la science académique continue de suivre sa propre voie.
ignorant les calculs élémentaires et les contradictions physiques évidentes. Il leur est plus facile de s'accrocher aux contes de fées des ébénistes de génie du passé que d'admettre la vérité. Peut-être que l'histoire des derniers siècles est un inventaire grandiose des entrepôts et des dépôts d'une civilisation disparue. Vous n'êtes pas obligé de me croire, et je vous invite à douter de tout. Mais faites une chose. La prochaine fois que vous vous trouverez dans un musée ou un palais, arrêtez-vous devant n'importe quelle chaise sculptée. Comptez les éléments décoratifs. Imaginez le temps nécessaire à leur création, multiplié par le nombre d'objets dans la salle, par le nombre de salles, par le nombre de palais. Les chiffres ne correspondront pas. Et alors, vous réaliserez peut-être que nous avons été trompés pendant 300 ans. Si cette information vous a semblé précieuse, si vous voulez continuer à déterrer la vérité enfouie, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un like si vous pensez que les gens ont besoin de la vérité et non des contes des guides touristiques. Écrivez dans les commentaires quels autres paradoxes de l'histoire vous aimeriez découvrir. Peut-être qu'ensemble, nous recueillerons suffisamment de preuves pour reconstituer l'histoire authentique d'une civilisation